Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce numéro de l'invité de la CAN. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Jacques Assaouré-Konan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre des Finances, on se retrouve à l'environnement. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est d'un monde à un autre? Pas tout à fait, parce que le poste ministériel, c'est un poste de coordination. Donc, quel que soit le domaine, on peut exercer sans grande difficulté, sans contrainte. Et vous arrivez à ce poste ministériel au niveau local. Vous êtes élu président du conseil régional avec un large score. 62%. Quel est votre commentaire sur cette élection réussie? D'abord, c'est de dire merci aux populations et de dire merci aussi au président de la République qui nous a facilité notre campagne à travers les investissements qu'il a fait dans la région du Béquet. Et surtout, merci à nos parents qui ont compris que la politique locale, c'est une politique de développement et qui ont fait le choix de développement. Donc, je voulais leur dire merci. Et vous êtes en charge du développement durable et tout ce développement a été également mis en place non seulement en local, un développement finalement national parce que la CAN est là, les infrastructures sont sorties de terre. Justement, parlant de cette compétition qui se tient en terre ivoirienne, tous ces investissements de l'État, vous êtes d'ailleurs membre du gouvernement. Quel est votre regard sur... Membre du comité d'organisation aussi. Du comité d'organisation. En plus, quel est votre regard, votre commentaire? Qu'est-ce que tout cela vous inspire, cette forte implication de l'État dans l'organisation de la CAN? Le président de la République a donné la vision de cette CAN, c'est d'organiser la meilleure CAN jamais organisée. Ça implique que nous ayons des infrastructures à niveau, que nous ayons une organisation parfaite et qu'il y ait la mobilisation. Les infrastructures, vous l'avez vu, infrastructures sportives de dimension internationale, infrastructures routières pour mettre à niveau aussi ce côté, parce que la CAN va nécessiter beaucoup de déplacements, donc les infrastructures routières ont été mises à niveau. Les infrastructures hôtelières ont également été mises à niveau dans toutes les villes hôtes de la CAN. Donc c'est un chantier global et nous voulons dire merci aux chefs de l'État et au gouvernement pour leur implication, pour une parfaite organisation de cette CAN. La meilleure CAN aussi suppose qu'il y ait une mobilisation, parce que les infrastructures, c'est la part de l'État. Mais la part de la population, c'est la mobilisation. Et comme vous le constatez, en dehors des balbutiements de début, il y a une très forte mobilisation, un très bon engouement, un très bon témoignage sur l'organisation. Et je voulais dire merci au comité d'organisation et pour cette parfaite organisation. En tant que ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, quelle est votre place, quelle est la place que vous occupez justement dans cette CAN jamais organisée, voulue par l'État? Vous savez qu'un événement sportif de cette dimension draine du monde. C'est environ 2 millions de personnes qui sont attendues en Côte d'Ivoire et je pense que ce chiffre va être largement dépassé. Et quand il y a autant de monde, l'environnement se trouve agressé à travers nos comportements. S'ils ne sont pas éco-citoyens, s'il n'y a pas de gestes éco-citoyens, éco-responsables. Donc notre rôle, c'est d'appeler les Ivoiriens à poser des actes qui n'agressent pas l'environnement. C'est quoi ces actes? Il faut éviter d'émettre des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est tout ce qui provient des moteurs des véhicules que nous utilisons. C'est pour cela que nous recommandons le plus possible à nos concitoyens, à nos amis sportifs, à nos frères, de se déplacer très souvent avec des moyens qui agressent moins l'environnement. La marche. Quand vous êtes à Trècheville pour venir au stade de Fauboigny, logiquement, on devait y venir à pied. Quand vous êtes au plateau pour aller au stade, vous n'avez pas besoin de véhicule. À Boaké, dans un rayon de moins de 2-3 km, 5 km, on doit se déplacer à pied. Quand on est obligé de se déplacer en voiture,
privilégions le covoiturage. Le covoiturage, c'est de se déplacer à plusieurs dans un même véhicule. Chacun accède son véhicule, mais on peut s'associer pour aller à 5 au stade avec le véhicule d'un autre nom. Voilà, il faut économiser l'électricité, l'eau. Pour nos amis étrangers qui arrivent, avant de quitter l'hôtel, assurons-nous que l'hôtel, l'électricité est coupée, que l'eau également, le robinet est coupé. Tout ça, ça contribue à préserver l'environnement. Donc, la part du ministère de l'Environnement, c'est de sensibiliser les Ivoiriens sur ces gestes éco-citoyens, éco-responsables. Sensibiliser, ça veut dire que vous avez initié un certain nombre d'activités sur le plan pratique, justement. Cette CAN, on va dire, verte que vous voulez, comment elle se traduit sur le terrain? Ce que nous avons fait, c'est la sensibilisation, c'est la communication. C'est de diffuser des messages, vidéos, WhatsApp, pour sensibiliser les Ivoiriens à l'ensemble de ces gestes que je viens d'indiquer. Nous avons fait également des affiches. Vous avez vu dans les affiches, dans la ville, des affiches que nous avons posées pour amener les Ivoiriens à adopter ces comportements éco-responsables. Donc notre rôle, ça a été essentiellement ça. On a également demandé aux Ivoiriens d'éviter de jeter les ordures en dehors des dispositifs appropriés. Quand on a des ordures à jeter, il faut les jeter dans des bacs. Quand on n'en a pas, il vaut mieux les maintenir dans les véhicules et les jeter lorsque nous sommes à la maison. Donc c'est un ensemble de communication que nous avons mis en place pour sensibiliser les Ivoiriens. Et cette sensibilisation aussi est traduit également votre forte implication au niveau local. Président du conseil régional de Bouaké, Bouaké qui est le chef-lieu, a un stade qui mobilise des joueurs et des équipes. Il y a une forte mobilisation. Quelle est la part, là je parle maintenant au président du conseil régional, quelle est la part de responsabilité, de mobilisation dans cette CAN au niveau de Bouaké? Comme je l'ai dit, l'État a joué sa part en mettant à disposition des infrastructures. La part des collectivités territoriales que nous sommes, c'est de mobiliser. Et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers des villages CAN que nous avons installés dans toute la région du Béquet. C'est également à travers des tickets que nous avons offerts à nos concitoyens du Béquet pour leur permettre d'aller au stade. C'est également la sensibilisation que nous avons faite pour que la CAN à Bouaké et dans le Béquet se tienne dans un bel esprit. Nous avons rendu visite aux volontaires qui sont chargés d'accompagner l'organisation de cette CAN. Nous leur avons passé le message de la confraternité. Nous avons passé le message de l'accueil chaleureux à réserver à toutes les délégations qui viennent. Et jusque-là, quel bilan que vous faites, ça se passe bien? Ce serait surtout célébré si nous-mêmes le disons, mais je pense que les retours que nous avons sur le terrain, la CAN se passe bien. C'est une CAN populaire. Vous avez regardé le stade de Bouaké, qui est l'un des stades les plus remplis depuis le début de cette CAN. Aucun incident majeur n'est à signaler depuis que cette CAN a débuté. Aucune plainte majeure de nos visiteurs en ce qui concerne principalement Bouaké. Donc je pense que le message a été entendu et que les choses se passent bien. Maintenant, sur le plan purement sportif, quel est le regard de Monsieur le ministre sur la compétition? Je parlais vraiment du rectangle vert. Qu'est-ce que vous pensez des prestations des différentes équipes? Je pense que c'est une CAN relevée. Vous avez vu les statistiques qui ont été diffusées il y a quelques jours. C'est une CAN qui est prolifique en but. En même temps, on assiste à de beaux spectacles. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous marquent, pour qui, effectivement, il y a un bel avenir dans cette compétition? Alors, je disais en privé que c'est la CAN des indisciplinés. Les petites équipes ne respectent pas les grandes équipes. Peut-être parce qu'il n'y en a plus, de petites. Oh, oui, franchement, ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Il n'y en a plus. Le football évolue et les équipes supposées grandes ont dormi sur leur laurier, pendant que les petites progressent. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il n'y en a plus. Parce que la grande équipe, quand on dit une grande équipe, c'est les résultats, c'est les statistiques. Quand vous n'arrivez plus à gagner, à faire des performances, vous n'êtes plus grande équipe.
Donc c'est pas la grande équipe, c'est vrai, c'est le palmarès, mais en même temps, c'est le présent. Il faut assumer son statut. Quand vous n'arrivez pas à assumer votre statut, ça devient compliqué. Et ces petits poussés qui vous ont marqué, c'est... Le Cap-Vert, par exemple, m'a beaucoup marqué par la qualité du jeu qu'il déploie. La Mauritanie m'a marqué. La Guinée équatoriale, naturellement, puisqu'elle nous a filé 4 buts, contre toute attente. Donc, toutes ces équipes sont en progression. Malheureusement, les supposées grandes équipes sont en régression au cours de cette CAN. Donc, vraiment, c'est tout à l'honneur du football africain. Peut-être surpris par l'évolution des supposées petites équipes. Exactement. Je disais tout à l'heure que les supposées grandes équipes ont dormi sur leur laurier, ce qu'il ne fallait pas, parce que le football progresse partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle la CAF a élargi le nombre des équipes participantes en l'apportant à 24 équipes. Puisque nous parlons de football, parlons justement de votre politique pour le développement du sport dans la région de Gbeke. Quelle est votre vision sur ce segment, dans ce domaine? Pendant la campagne, j'ai dit qu'il n'est pas normal que le Gbeke ne rivalise pas au niveau sportif avec Abidjan. Le Gbeke, c'est la deuxième ville, la deuxième capitale du pays. Le Gbeke, par le passé, a été une ville sportive, que ce soit en handball, que ce soit au football avec l'Alliance, l'USCB, que ce soit même en karaté. Je rappelle que Cissé Cheikh Salah, le grand champion du monde, est natif de Bouaké. Beaucoup ne le savent pas. En parenthèse, je lui ai dit qu'il faudrait que Bouaké devienne une ville championne en karaté, donc ça aussi on va y travailler. Vous pensez peut-être à l'ouverture d'une académie de karaté à Bouaké? Quelque chose de ce genre. On n'a pas approfondi la question avec lui, on a échangé de ça à bâton rompu, mais je pense qu'il va falloir approfondir la réflexion. Bref, le Gbeke doit redevenir une ville sportive. En handball, les Kandia Kamara, les Nanama Fatiga et toutes ces dames-là ont fait la fierté de notre ville. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui Bouaké en première n'est pas une équipe. Je crois qu'on a une équipe en première division, mais vous voyez qu'on ne se souvient même pas que Bouaké joue en première division. Ça, il va falloir corriger. Mais pour le corriger, il va falloir mettre en place une politique sportive. Il n'y a pas de génération spontanée de sportifs. Il faut construire à la base. Et c'est en construisant à la base que d'ici 5 ans, 10 ans, on aura des champions. Et c'est ce que nous comptons faire. Construire à la base, ça veut dire que vous allez créer un club local? Soit créer un club local, soit redynamiser les clubs qui existent. En les appuyant, en définissant avec ces clubs-là une politique sportive basée sur la formation. C'est extrêmement important. Une politique sportive basée sur la formation, c'est la seule façon de donner des athlètes de qualité à la région du Gbeke. Puisque nous parlons des jeunes, la pratique du sport étant exclusivement réservée aux jeunes, en tout cas pour le niveau professionnel, parlons plus largement de ces jeunes qui sont en quête d'emploi, de ces femmes aussi en quête d'emploi, donc des questions d'autonomisation des jeunes. Quelle est votre politique au niveau local pour booster, pour faciliter cette insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes? Les opportunités d'emploi sont nombreuses. Malheureusement, nos jeunes n'arrivent pas à les saisir toutes. Ce que nous envisageons de faire, c'est, en rapport avec tous ces jeunes, d'organiser les états généraux de l'emploi dans le Gbeke. Il s'agira de mettre en rapport les opportunités d'emploi qui existent et les demandes des jeunes. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il faut que nos jeunes apprennent à valoriser toutes les fonctions. Tout le monde veut travailler dans la fonction publique. Tout le monde veut être salarié. Mais aujourd'hui, aucune administration publique au monde ne peut absorber les jeunes qui sont formés. Il faut que les jeunes apprennent à s'auto-employer. Ça, c'est pour ceux qui sont scolarisés. Mais pour une bonne part, le Conseil envisage de développer des activités génératrices de revenus
pour les femmes et pour l'autre frange de la jeunesse qui n'a pas le niveau requis pour pouvoir solliciter des emplois dans un bureau ou dans une administration. Donc, ces activités génératrices de revenus, nous avons des idées. Aujourd'hui, il y a des bailleurs qui sont prêts à financer certaines activités, certains projets, pourvu que ces projets soient bien montés et qu'on puisse identifier les opportunités qu'elles peuvent offrir en termes d'emploi. Donc, nous sommes en train de regarder ces projets que nous allons déployer sous peu dans la région du Béquet. Et pour parler du développement de ces projets, il faut peut-être s'appuyer sur l'un de ces potentiels. Je pense par exemple au secteur agricole. Oui, bien sûr. Quand je le dis, je pense effectivement au secteur agricole. Boaké n'a plus de tissu économique, industriel. Après la crise, il y a eu beaucoup de délocalisation. Vous savez que les investisseurs n'aiment pas le bruit, n'aiment pas l'incertitude. Donc avec tout ce qui s'est passé, les industriels ont délocalisé leurs activités. Ce que nous allons faire aussi, c'est de rassurer tous les investisseurs. Boaké est devenu aujourd'hui, du moins le Béquet dans son ensemble, est devenu une région sûre, une destination sûre où on peut faire des investissements. Donc je voudrais lancer un appel à tous les investisseurs qui ont des projets, qui peuvent choisir la destination du Béquet pour faire leurs investissements. Donc c'est un peu ce côté. Alors je perds un peu mon idée. Je disais que pour les jeunes, il y a des activités génératrices de revenus que nous allons déployer, et la grande partie de ces activités se situe dans le domaine agricole. Vous savez qu'on a beaucoup de bas-fonds dans nos régions. La culture du riz peut être une activité rentable. Surtout que la Côte d'Ivoire va être autosuffisante. Surtout que la Côte d'Ivoire va être autosuffisante et que le président de la République a mis l'accent pour baisser le coût, la cherté de la vie, pour baisser le coût de la vie, a mis l'accent sur la production de culture vivrière. Donc la culture Boaké peut être, notamment son côté ouest, Béoumi, qui est suffisamment irrigué, peut être le grenier de la Côte d'Ivoire, à travers la valorisation des bas-fonds, la valorisation des cours d'eau, pour pouvoir produire suffisamment de culture vivrière pour alimenter Béquet et les régions environnantes. Donc la culture vivrière, c'est une mine d'or qu'il va falloir exploiter suffisamment. Et justement, dans l'exploitation de ce potentiel, on n'oublie pas aussi l'aspect touristique. Je pense à des zones comme le centre de la Côte d'Ivoire, qui se trouve à Béoumi, mais qui n'est pas suffisamment connu. Ça vous donne des idées? Vous avez tout à fait raison. Le tourisme, c'est un vecteur je peux dire, de développement économique et social. Effectivement, le Béquet a beaucoup de sites touristiques. Nous avons un parc, beaucoup aussi ne le connaissent pas. Nous allons voir avec les promoteurs comment faire pour faire la promotion de ces sites. Le centre de la Côte d'Ivoire se trouve effectivement dans le Béquet. Il y a un village qui se trouve au centre géométrique, si vous voulez, de la Côte d'Ivoire. Et ça aussi, ça peut être un attrait touristique. On a beaucoup d'autres sites touristiques. Aujourd'hui, avec la CAN, les hôtels ont été réhabilités. Donc, aujourd'hui, pour aller à Boaké, vous n'avez plus de soucis d'hébergement. Et puis, avec l'ouverture du dernier tronçon de l'autoroute, vous reliez Boaké en 3 heures. Voilà, vous avez Air Ivoire qui dessert le Béquet, donc Air Côte vous voyez Air Côte d'Ivoire qui dessert le Boaké, donc vous voyez que toutes les conditions sont réunies pour que le Boaké redevienne ce qu'elle a été comme ville dans le temps. Le maire aussi envisage de ressusciter un certain nombre d'activités, le carnaval, la piscine de Boaké et tout ça, toutes ces activités vont redonner à notre capitale régionale son lustre d'antan. Vous avez parlé du maire de Boaké, il y a d'autres cadres de la région de Béquet. Puisqu'on parle de développement, certainement ça nous permet aussi de parler de
de cette collaboration qu'il peut y avoir entre vous, les cadres de cette région de Bouaké, pour porter son développement? C'est plutôt un appel que je lance aux cadres. Nous avons une région, je viens de le rappeler, qui regorge de potentialités, qui a connu une période difficile, qui a pris du retard sur d'autres régions. Aujourd'hui, nous devons travailler main dans la main, parce que autrement, Bouaké ne peut pas s'en sortir, le Béké ne peut pas s'en sortir. Donc nous devons travailler dans la solidarité, dans la cohésion, que ce soit le maire de Bouaké, les maires environnants, Béoumi, Diabo, Botro, Bodokro, Sakassou, Brobo. Nous devons travailler main dans la main. Individuellement, aucun maire ne peut faire développer le Béké, ni sa région. Mais nous devons avoir conscience que le groupe est toujours plus fort que le plus fort du groupe. Voilà. Et dans cette aspiration au développement, j'imagine que les populations ont des priorités. Et est-ce que vous pouvez nous dire les priorités justement de ces populations, surtout sur les actions sur le court terme à réaliser? Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les actions posées par le gouvernement sous l'inspiration du président Alassane Ouattara pour la région du Béké. Beaucoup d'investissements ont été faits ces dernières années en termes de construction d'écoles, en termes de construction de centres de santé, en termes d'électrification rurale, d'adduction d'eau, de réhabilitation des infrastructures routières. Beaucoup a été fait, mais vous savez, beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, pendant la campagne, j'ai fait le tour de toute la région du Béké. J'ai noté que la priorité numéro 1, qui se discute d'ailleurs avec... la priorité numéro 1, c'est l'école. Cette priorité se discute avec l'eau, le problème d'eau. Alors que quand même, il y a la LOCA. Il y a la LOCA qui dessert la ville de Bouaké. Qui a connu une difficulté majeure, je crois, il y a 5 ans de cela, qui s'est asséchée. Donc aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire un gros investissement pour apporter l'eau du Banama, qui se trouve à quelques 60 km de la LOCA. Je pense que les travaux sont avancés, nous devons être à 80-90%. Et très bientôt, je pense que le problème d'eau va être derrière nous. Mais ça, c'est le problème d'eau pour les grandes villes. Mais quand vous allez dans les villages qui ne sont pas, qui connaissent pas l'adduction d'eau, le problème d'eau d'hydraulique villageoise se pose. Donc, c'est une priorité majeure qu'il va falloir régler. Donc, faire en sorte que toutes nos populations connaissent une adduction d'eau, qu'il n'y ait plus de problème d'eau pendant les saisons sèches. La période commence de maintenant jusqu'en mars, avril, lorsqu'il va y avoir l'affluence d'impact dans nos villages, il n'y a plus d'eau. Donc ça, c'est un problème qui nous préoccupe, que nous allons essayer de prendre à bras le corps. Le premier ou deuxième problème, c'est l'école. L'école, le gouvernement a construit beaucoup d'écoles, mais il reste beaucoup à construire. Nous avons encore, malheureusement, dans nos villages, des écoles paillotes, avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous avons abordé la question que progressivement, nous puissions mettre fin à ces écoles boutiques et faire en sorte qu'on ait des écoles aux normes internationales qui soient équipées. Le troisième problème, c'est le problème d'électrification. Là, nous sommes à 80%, c'est un moins de problème, 80% de taux d'électrification. Donc, il reste encore quelques 20% d'efforts à faire et nous allons accompagner l'État pour que le problème d'électrification de nos villages atteigne les 100%, comme dans certaines régions. Et puis, il y a les infrastructures routières. Vous n'allez pas me croire, mais il y a des zones du Béké au centre qui sont inaccessibles parce que l'état des routes est très dégradé. Ça aussi, nous avons une petite idée, notre petite idée, et d'ici quelques mois, quelques années, nous allons affronter cette question et donner à nos localités des voies plus carrossables, plus praticables en toute saison. Donc voilà un peu nos priorités.
Oui, beaucoup de choses à faire, comme au niveau gouvernemental. Et comme il y a l'actualité, c'est donc la canne verte que vous avez lancée. On va peut-être terminer avec un mot sur cette canne verte qui est possible. La canne verte est possible. Et je pense qu'un des gros problèmes que j'ai trouvé dans ce ministère, c'est la communication et la sensibilisation. Il faut que les Ivoiriens se rendent compte que l'humanité est en danger et que la nature est en danger. Et les conséquences, nous les voyons tous les jours, mais nous n'appréhendons pas très bien ces conséquences. Vous voyez qu'il fait chaud, il fait très chaud. Il pleut quand il ne faut pas, il pleut pas quand il faut. La mer avance. L'érosion côtière, chaque jour que Dieu fait, il y a la mer qui progresse en terre ferme. Tout ça, c'est la faute à l'homme. C'est les activités anthropiques. L'homme dégrade l'environnement, fait en sorte, crée le réchauffement climatique. Et la conséquence, c'est ce que nous vivons. Alors, si on ne fait pas attention, il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti en novembre nous indique que si on n'agit pas dès maintenant, la Côte d'Ivoire va perdre 16% de son PIB. Si on n'agit pas maintenant, il y a 1 600 000 personnes qui vont basculer dans la pauvreté. Donc la question environnementale, c'est un défi majeur. Et c'est pour ça que nous allons nous évertuer à faire de la sensibilisation. Cette canne doit contribuer à réduire la pollution. Cette canne doit contribuer à éviter d'émettre des gaz à effet de serre. Cette canne doit être neutre en carbone. Donc, je vais lancer un appel aux Ivoiriens. La question de l'environnement, c'est vrai, c'est une question du ministre de l'Environnement, mais c'est une question de développement économique et social. Il faut que chacun joue sa partition. Il faut que chacun se rende compte que tous les actes que nous posons chaque jour, en jetant des bouts de papier par terre, en jetant des plastiques, en jetant des ordures ménagères par terre, en déversant de l'eau dans les caniveaux, en jetant les ordures dans les caniveaux, tous ces actes contribuent à polluer l'environnement et contribuent à réchauffer la planète et contribuent à menacer sérieusement notre humanité. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions Monsieur Jacques Assaouré-Konan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, président du Conseil régional de Beké. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de l'invité de la CAN.